j'ai parcouru le bouquin. Et vous dites que les dirigeants doivent prêcher ou doivent être des modèles pour la population, des références. Ce n'est pas seulement les capacités, ce n'est pas seulement l'intelligence, ce n'est pas seulement un problème d'organisation, mais c'est aussi un problème de valeurs. Si vous vous rassemblez autour des valeurs et tout le monde peut fédérer autour de ces valeurs-là, vous pouvez construire une nation. On nous avait parlé d'un pays qui avait été très riche et qui était en train de devenir très pauvre. D'un pays où les gens mouraient d'avoir trop consommé de nourriture grasse, d'avoir trop conduit de voitures. D'un pays dont l'argent avait été dilapidé par des financiers sans scrupules et des hommes politiques corrompus. D'un pays qui, en quelques décennies, avait épuisé toutes ses ressources naturelles. Ce pays est très loin de chez nous, à plus de 2500 km au nord-est de l'Australie. Ce pays, c'est Nauru, un confetti isolé au milieu de l'océan Pacifique, quasiment sur l'équateur. Une île gouvernée jusqu'en 1968 par l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne, indépendantes depuis. La plus petite république de la planète membre des Nations Unies. 20 km², 10 000 habitants. L'exemple d'une nation que nous voyons, que nous avons vu par vidéo de Nauru est vraiment très pertinent parce que cette nation-là a eu son indépendance en 1968. Il a eu vraiment une croissance vertigineuse avec les phosphates et au point que même les habitants de l'île importaient tout. Ils pouvaient même abandonner une voiture qui a une crevaison et acheter une autre voiture. Ils se sont lancés dans des fêtes, dans beaucoup de choses, sans investir comme il se doit. Ils importaient tout. Mais au finish, aujourd'hui, je vous parle, cette nation-là est appelée à disparaître. Je m'appelle Mystique Jones. J'ai 15 ans et je vais à l'école au Kaiser College. Avant mes 6 ans, je ne me souviens de rien. Mais avant, c'était riche. Richie nous a raconté qu'avant, la principale occupation des Nauruans, leur loisir préféré, c'était de faire poi-poi. Faire poi-poi signifie faire le tour de l'île en voiture. Ça, c'est une indication de ce qu'était Nauru avant. Nous avons acheté beaucoup de choses et elles ont fini ici. Vous pouvez voir ces voitures, elles ont coûté des milliers et des milliers de dollars. Et si vous faites la somme de tout ça, ça dépasse probablement plusieurs millions de dollars. Les gens ne faisaient rien pour garder les choses en bon état, parce qu'ils avaient de l'argent. Et quand c'était usé, ils jetaient pour acheter autre chose. J'étais jeune à l'époque, je ne me souviens pas vraiment de comment c'était quand nous étions vraiment riches, mais je me souviens de certaines attitudes, de gens qui donnaient ce qu'ils avaient. Un ami venait les voir, « Oh, j'aimerais bien ça, ok, prends-le. Je veux ta voiture, tu me la donnes? Ok, prends-la ou reviens dans un mois pour mon anniversaire, je te la donnerai à ce moment-là. » Les Nauruans peuvent se plaindre du gouvernement et demander « Où est passé l'argent ?» Mais ils doivent aussi regarder autour d'eux et voir tous ces déchets. Voilà où est l'argent. L'argent de Nauru venait de la terre, une terre gorgée de phosphate très pur, résidu du guano déposé par les oiseaux. Une terre exploitée par les colons, puis, après l'indépendance, par les Nauruans eux-mêmes. Une pluie d'argent est tombée sur le pays et ses habitants. Les oiseaux ont mis des millénaires à enrichir la terre de Nauru. Les hommes ont mis un siècle pour la détruire.
Alors d'abord, on enlevait la terre, puis on creusait pour prendre le phosphate. Quand on atteignait les pinacles, les concrétions de corail, on creusait autour. La terre était riche en phosphate. C'était de très bonnes terres. Beaucoup d'arbres, de végétation, des fruits. Mais maintenant, ce n'est plus que de la pierre. C'est dévasté, inutilisable. 2/3 de l'île a disparu. Et si c'est ton tour de recevoir tes royalties du phosphate, tout le monde vient, te demande de l'argent. On partageait. Il n'y avait pas les riches d'un côté et les pauvres de l'autre, puisque tout le monde était riche à cette époque. C'était ça, les jours heureux. J'ai grandi à cette époque où l'argent n'était jamais une question. Tout le monde avait plus d'argent qu'il en avait besoin. La vie était comme une grande fête. Je me rappelle les 50 ans d'une de mes tantes. Il y a eu une très grosse fête avec beaucoup de gens. Les Nauruans avaient l'habitude de faire des cadeaux énormes. Des lits, des garde-robes, des costumes. Un groupe apportait 50 oreillers, un autre avait un arbre d'argent, au sens propre. Un arbre avec des billets de $50 accrochés aux branches. La majorité de l'argent venait des royalties du phosphate. Il n'y avait aucun effort à faire pour le gagner. La plus grande partie a été jetée pour avoir une belle vie. C'est le côté négatif. Pas grand-chose a été fait pour préserver l'avenir, pour faire des économies. L'équipement avant, c'est bien. Maintenant, ça ne va plus. C'est vraiment triste pour tous ces enfants. Nous n'aurions jamais pu imaginer que ce serait comme ça un jour. C'était bien avant. À l'école, nous avions des professeurs australiens et néo-zélandais. La qualité de l'éducation était bonne. Les écoles disposaient de matériel. Nous avions des livres, des cahiers, des crayons. Nous avions des avions, 5 avions qui venaient et repartaient tout le temps. Les gens voyageaient, nous avions plein de bateaux qui allaient et venaient tout le temps. Cet endroit était très vivant jusque dans les années 90. Et d'un coup, bang! Nous avons du mal à comprendre. Comment un pays peut-il s'effondrer ainsi d'un coup? Pourtant, la belle vie aurait pu durer. Nauru avait investi son argent dans l'immobilier dans le monde entier. De bons placements, comme disent les banquiers. Leurs dirigeants ont succombé à la corruption. C'est une combinaison de plusieurs choses. Une mauvaise gestion, de très mauvaises décisions, des conseils douteux, un peu de corruption délibérée et une façon de faire à l'époque qui ne prenait pas en compte l'intérêt collectif. Tout cela nous a conduit à ces problèmes. Maintenant, nous tous ici, nous savons qui est Papa Amos. Beaucoup le connaissent, mais beaucoup aussi l'ont vu que pour la première fois. Vous savez que, comme je venais de dire tout à l'heure, c'était un enfant, il a fait son parcours, et là, nous avons entendu de nous-mêmes son parcours très, vraiment comme la flèche. C'est quelqu'un qui est vraiment monté. Je veux ici appeler avec tout le respect Monsieur Amos. Merci Madame Karine. Et mesdames et messieurs, je voulais d'abord vous remercier. On a bien voulu rehausser de votre présence cet événement. Pour moi, je suis très ému. C'est un signe d'amour, à la fois aussi vraiment de confiance et d'intérêt que vous apportez dans ce que nous avons fait. Et quand je vois aussi la présence des dignitaires, des responsables de ces pays, je puis dire M. Bertin Mampaka, les sénateurs, M. Gaëtan, les députés, et M. Foyer Daïdar, les députés,
M. Fouad Haïdar fut mon ami, il est toujours mon ami depuis l'enfance. On a grandi ensemble à Molenbeek et on est monté ensemble. Et M. Gaëtan, notre ami de tous les jours, M. Bampaka, ils sont toujours avec nous et ils ne nous laissent jamais. Et nous sommes très touchés par votre présence et la présence de tous les bien-aimés aussi qui nous ont suivis, ceux qui viennent de loin, et de Paris, de Norvège et les bien-aimés de Bruxelles. Vraiment, je suis très touché par votre présence. Et aussi, je salue aussi les journalistes. Voilà, comme venait de les décrire Maître Olivier, aussi Madame Karine et mon bien-aimé Obed. Et je suis M. Amos David Moussoula. Alors, je voulais quand même faire un petit résumé de ces livres pour que vous ayez une idée. Parce que d'aucuns peuvent se poser la question de savoir comment un homme de Dieu n'a pas pu commencer par écrire un livre chrétien, mais il a commencé par un livre scientifique. Ici, de rappeler que le travail de Dieu que nous le faisons par vocation. Mais de base, nous sommes aussi des citoyens. Mais en notre, disons, en notre qualité de citoyens, nous avons aussi les devoirs d'apporter quelque chose dans la société. C'est à ce titre, et en ma qualité de scientifique, surtout de psychologue, que j'ai poussé un peu mes réflexions sur les difficultés qu'éprouvent nos nations, principalement les nations africaines, c'est de l'Afrique subsaharienne, qui malgré plus ou moins 60 ans d'indépendance, n'arrive pas à prendre de l'envol. Alors, je me suis posé la question en tant que psychologue, parce que nous, la psychologie, psyché, ça veut dire âme. Psychologie, c'est l'étude du comportement. Donc, nous sommes appelés à observer les comportements des hommes, des humains, dans tous les milieux, que ce soit dans les milieux scolaires, académiques, dans les milieux sociaux, dans les milieux hospitaliers, et pourquoi pas partout, même les milieux sociaux, là où nous vivons. Et c'est en cette qualité-là que, en tant que psychologue, j'ai commencé à observer, mais ça fait quand même plus ou moins 60 ans. Les pays africains ont accédé à la souveraineté internationale, surtout celle de l'Afrique subsaharienne, mais on s'est rendu compte que les décollages n'arrivent pas toujours. Alors, d'où on s'est posé quelques questions, quelques hypothèses. Est-ce que c'est un problème de compétence? Est-ce que c'est un problème de responsabilité ou un problème d'organisation ou encore un problème de civisme et de morale? Il nous est apparu de manière claire, de prime abord, que pour une gestion judicieuse de la chose publique, il faut, en dehors de l'intelligence et des capacités qu'une personne peut posséder, un minimum de civisme et de morale pour la bonne gouvernance. Cela étant, nous allons essayer de parcourir, de définir un peu quelques termes tels que vous les entendez. Peut-être beaucoup de gens vont se poser la question, mais qu'est-ce que veut dire civisme? Quand nous parlons de civisme, le civisme traduit le fait de respecter et de faire respecter les lois et les règles en ayant une conscience du sens du devoir. Et quand nous parlons du terme éthique, pour nous l'éthique traduit ce qui est apparenté aux mœurs, aux valeurs qui caractérisent une communauté. Et quand nous parlons de déontologie, pour nous la déontologie traduit la morale qui est liée à une profession, comme par exemple la profession des médecins, n'importe quelle profession, il y a une déontologie professionnelle. Et quand nous parlons de civilité, la civilité traduit le respect vis-à-vis des autres et du patrimoine commun. Et quand nous parlons de la chose publique, là aussi, ça traduit quelque chose qui appartient au peuple, à la communauté. Et quand nous parlons de gouvernance, alors, la gouvernance traduit le fait d'administrer, d'orienter, de diriger un État, bref, gérer un État. Alors, au vu de toutes ces définitions-là,
nous sommes dit, mais notre gestionnaire, quelle est sa responsabilité face à la chose publique? Alors, dans la gestion de la chose publique, il s'est fait que les gestionnaires aient devant ses droits et ses devoirs. Mais pour que cela puisse vraiment être fluide, pour qu'il réalise c'est pourquoi il a été appelé, il faut qu'il associe aussi des valeurs éthiques, des valeurs déontologiques, des valeurs morales pour mener à bien son action, afin de garantir et d'assurer la solidarité collective. Cependant, ceci devient parfois difficile et compliqué par rapport au rapport de force entre les cognitifs et l'affectif. Parfois, ça sont des termes un peu psychologiques. Quand on dit affectif, affectif, c'est tout ce qui a trait aux émotions, aux sentiments, aux passions. Quand vous gérez la chose publique, si vos passions, vos émotions, vos sentiments, vos intérêts passent devant la raison, vous risquez d'échouer votre mission. Parce que là, vous ne faites pas ce que vous devez faire selon ce qui vous a été recommandé pour la raison, mais vous allez faire selon vos sentiments, vos émotions, vos passions, vos propres besoins. Et vous risquez d'aliéner tout ce qui appartient à la chose publique. Et c'est là un peu la difficulté de certains gestionnaires, comme nous avons constaté. Une fois il est responsabilisé à la gestion, il commence un peu à confondre par rapport à ses propres passions, ses propres intérêts, ses propres émotions. Alors, pour cela, nous nous sommes dit, quelles sont les causes aussi qui peuvent être à la base de cette mauvaise gouvernance? Il y en a plusieurs, mais nous en avons épinglé 3. Et parmi les 3, nous épinglons d'abord les systèmes établis dans lesquels évoluent les gestionnaires. Un gestionnaire peut être bon, surtout dans nos pays de l'Afrique subsaharienne, mais il fonctionne dans un système tel qu'il est appelé à répondre aux besoins d'un groupe de pression. Il est appelé à répondre aux besoins d'un lobby. Et ce lobbying les pousse à orienter les choses selon les intérêts de ces groupes-là. Même s'il a des capacités, même s'il est capable, mais il ne sait pas faire les choses correctement parce qu'il doit répondre. Peut-être qu'il est sous la pression d'un parti politique, d'un groupe de pression, d'un lobby quelconque, et cela peut entraver la gestion. Il y a aussi le fait de la conception même de la responsabilité. Parce qu'il y a des responsables qui n'ont pas le sens de redevabilité, qui ne savent pas qu'ils doivent rendre compte. Quand vous gérez la chose publique, vous avez des comptes à rendre. Il y a des personnes qui se disent, bon, je suis chef, je vais gérer comme je veux. Alors, peut-être qu'il y a des ceux-là, quand leur pouvoir n'émane pas du peuple, c'est pas une émanation de je ne sais où, et ils fonctionnent selon leurs propres désirs. Donc, ils n'ont pas le sens de redevabilité, tout se passe autour de leurs propres intérêts. Et cela peut aussi entraver la bonne gouvernance. Nous avons aussi l'absence d'audit. Et il y a parfois où les gens travaillent, mais ils ne veulent pas être audités. Parce que l'audit, ce n'est pas seulement pour vous condamner, mais c'est aussi pour voir comment est-ce qu'on peut redresser, refaire les choses correctement, qu'est-ce qui a failli, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire à l'interne, et qu'est-ce qu'on peut réajuster pour relancer l'entreprise ou la boîte qu'on est en train de gérer. Donc parfois, je disais même à un certain moment, on fait des enquêtes. Parfois, beaucoup de gens pensent qu'on fait des enquêtes, c'est pour condamner les gens, chercher les coupables, mais les enquêtes, c'est parfois pour établir les responsabilités, pour savoir ce qui n'a pas été, pour pouvoir un peu corriger dans l'avenir. Et ces manques d'audit-là, ça fait aussi, ça peut faire faillir la gestion. Alors, nous passons aussi à la considération sociale du gestionnaire. Alors, souvent, nous remarquons qu'il y a dans la gestion
surtout à ce qui concerne nos pays, comme nous avons dit, qu'il y a une inversion des valeurs. Parce que nous voyons souvent que l'élite qui dirige, il base sa gestion sur les valeurs subjectives, c'est-à-dire des tendances qui sont tribales, des tendances qui sont ethniques, des tendances qui sont régionales, parfois même confessionnelles, qui n'ont rien à voir avec les compétences. Et cette tendance-là de pouvoir régionaliser, de pouvoir tribaliser, de pouvoir confessionnaliser la boîte, ça fait que on fait tout sur mesure. C'est-à-dire que parfois, on fait ça pour peut-être sauver les chefs, sauver la peau, et on ne sait pas faire pour tout le monde. Donc, il arrive des fois, c'est comme ça. Il y a aussi la façon dont le gestionnaire est vu par l'État. Comment est-ce que l'État voit les gestionnaires? Pour l'État, en donnant la responsabilité à une personne, l'État considère que cette personne-là est son représentant. Il est son délégué. Il est son mandataire, capable de gérer la chose publique. Et l'État considère que cette personne-là, on peut les juger par rapport au rendement, à ce qu'il fait par rapport à la communauté. Donc pour l'État, quand on donne la responsabilité à une personne, on croit à cette personne-là. On sait que cette personne-là va faire. Il est le délégué, il est le responsable, il est le mandataire de l'État. On peut s'attendre qu'il va apporter plus dans la société. Alors, de l'autre côté aussi, nous avons les gestionnaires vus par la population. Non seulement l'État les considère comme un mandataire, comme un gestionnaire, comme un délégué, mais la population aussi a une vision du gestionnaire. Pour la population, le gestionnaire est considéré comme une élite, comme une personne dotée de capacités exceptionnelles, capable d'apporter satisfaction et des solutions à la population. Malheureusement, dans nos pays, comme je disais tout à l'heure, cet imaginaire-là, parfois, ça ne fonctionne pas. Parce que il arrive des fois, le gestionnaire lui-même ne sait pas distinguer la chose publique de la chose privée. Parce que gérer la chose publique exige une certaine culture. Il faudrait que la personne qui gère la chose publique fasse la différence entre ce qui est à lui et ce qui est agréable, entre ce qui est accessoire et ce qui est essentiel. C'est-à-dire faire en sorte que la personne puisse mettre ensemble les pouvoirs et les savoirs. C'est ainsi que nous avons essayé de définir un peu certains termes. On s'est dit, bon, parfois dans nos pays, on s'est dit, bon, je suis honorable. Mais que veut dire honorabilité? Je suis excellent. Il est excellent. Mais que veut dire excellence? Je suis dignitaire. Mais qu'est-ce qu'un dignitaire? Pour nous, l'honorabilité, quand on dit à quelqu'un qu'il est honorable, ça veut dire que l'honorabilité a trait à l'honneur, à l'intégrité de la personne. Un honorable, c'est quelqu'un qui a l'essence de l'honneur, c'est quelqu'un qui est intègre, qui a l'essence de probité. Et quand nous parlons de l'excellence, l'excellence traduit la fierté, la perfection dans l'exécution d'une tâche. Elle est aussi le symbole de supériorité. Un excellent, c'est quelqu'un qui a de la fierté, qui a la perfection dans ce qu'il fait. Et quand nous parlons des dignitaires, la dignité traduit la volonté de travailler pour la mise en valeur de sa fonction et pour donner une image positive à sa personne. Il y a des personnes, des dignitaires, des personnes qui ont travaillé pour leur pays, qui ont laissé des traces, qui ont laissé des bâtisses, qui ont laissé des symboles et qui ont fait des actions qui jusqu'à aujourd'hui, les gens se rappellent de ça. Et ces personnes sont considérées comme des dignitaires. Et ceci étant, nous sommes arrivés à faire une étude comparative, comme j'ai appelé étude des cas, par rapport
à deux nations. Nous avons pris d'un côté la France et de l'autre côté la République démocratique du Congo qui, la fois dans les passés, s'appelait Zaïre. On s'est dit, la France, disons l'Europe, a connu une crise après la Deuxième Guerre mondiale. Mais après cette guerre-là, l'Europe a reçu de l'aide et il s'en est sorti de cette aide-là. Nous aussi, nos pays à nous, particulièrement le Congo, que je connais très bien, avait eu aussi, après l'indépendance, il a aussi l'apogée. Le Congo était devenu prospère, au point même que un Zaïre valait $2. Mais, contrairement à la France s'est développée et les résultats, nous les voyons, sont palpables. Mais chez nous, on a senti comme s'il y a comme une sorte de stagnation ou pas une régression. Alors, nous disions que pour la France, il s'agit du plan Marshall. Les plans qui portent le nom de son géniteur. Et ce plan Marshall a constitué à ce que les Américains sont venus soutenir la France. Et ces plans doivent son succès au fait que non seulement il y avait l'ajustement au niveau de la politique économique et financière, tout comme de l'appareil de l'État, mais aussi au niveau de la mission de la productivité. Parce qu'il y avait un transfert de savoir-faire au niveau des banques, au niveau des chambres de commerce, ainsi de suite. Et aussi au niveau de la moralisation de la vie publique. Non seulement on a donné de l'aide, mais on a formé aussi les gens et on a moralisé la vie publique. À un certain moment, quand on a donné quand les Américains sont venus apporter de l'aide, la France a voulu commencer par l'industrie, disons, des armes. Mais les Américains ont dit non, on ne commence pas avec les armes. Vous devez commencer d'abord par les habitations à logement modéré, ce que nous appelons les HLM. Ils ont dit, si vous commencez par l'armement, nous, on retire l'aide. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, eux aussi, ils ont suivi la ligne par rapport à ces plans d'ajustement. Alors que pour nous, par exemple, comme pour le Congo démocratique que nous appelions autrefois les Zaïre, il y a eu aussi, comme j'ai dit, l'apogée. Mais les programmes qui ont été mis en place n'ont pas été suivis. Il n'y a pas eu continuité malgré la succession des gouvernements. Et ce qui a fait l'échec d'abord avec ce qu'on appelait la zarianisation, qui était la réappropriation des entreprises par les nationaux, ça n'a pas été parce que les personnes qui ont récupéré les entreprises n'étaient pas préparées à la gestion. Ils ont récupéré les entreprises sans toutefois savoir comment ça s'est passé, pour gérer les stocks, pour acheter, pour faire ceci, cela, et ça n'a pas marché. Le deuxième point, c'est que les personnes qui ont récupéré les entreprises, ils étaient membres du parti État, c'est-à-dire les partis étaient lui-même juges et partis. Donc, ils gèrent les choses du parti qui est lui-même l'État. Et la personne, parfois, il est dans un conflit d'intérêts. Et ce qui a fait que tout ce qui a eu comme initiative, ça n'a pas pu aboutir. Et ce manque de convergence autour des valeurs républicaines a affaibli de plus en plus la capacité de l'État et voire les acquis de la République. C'est comme ça que nous avons compris que ce n'est pas seulement les capacités, ce n'est pas seulement l'intelligence, ce n'est pas seulement un problème d'organisation, mais c'est aussi un problème de valeurs. Si vous vous rassemblez autour des valeurs, et tout le monde peut fédérer autour de ces valeurs-là, vous pouvez construire une nation. L'exemple d'une nation que nous voyons, que nous avons vu par vidéo de Nauru, est vraiment très pertinent, parce que cette nation-là a eu son indépendance en 1968. Il a eu vraiment une croissance vertigineuse avec les phosphates, et au point que même les habitants de l'île importaient tout
Ils pouvaient même abandonner une voiture qui a une crevaison et acheter une autre voiture. Ils se sont lancés dans des fêtes, dans beaucoup de choses, sans investir comme il se doit. Ils importaient tout. Mais au finish, aujourd'hui, je vous parle, cette nation-là est appelée à disparaître. Parce qu'il n'y avait pas de valeurs, il n'y avait pas de principes, il n'y avait pas de règles autour desquelles la gestion était faite. Donc, nous pouvons dire en définitive que les manques d'échelle de valeurs, l'absence de conditionnement, les manques de caractères et des règles régissant la communauté doivent être des préalables pour pouvoir bâtir une nation équilibrée où on pourra retrouver la joie de vivre ensemble, c'est-à-dire une nation. En définitive, nous prenons la moralisation de la vie publique pour que nous n'ayons pas des citoyens qui ont reçu dans la vie, mais qui auront échoué dans la société. J'ai dit et je vous remercie. Cornelis Landou, j'ai aussi beaucoup de casquettes, rédacteur en chef du magazine Onech Africa, directeur de l'agence congolaise de presse et journaliste à RDC Horizon 2023. Alors, je commencerai ma question, qui n'est pas une question d'abord, en félicitant l'auteur parce que je crois qu'il le mérite. Alors, je dirais que j'ai parcouru le bouquin. Pour un peu rebondir sur ce que j'ai dit avant, vous avez écrit sur le domaine du travail qui est votre domaine. Et en plus, vous êtes serviteur de Dieu, et donc vous êtes bien placé pour parler de la morale et du civisme. Je n'y reviendrai pas. Alors, j'ai été attiré par un chapitre particulièrement, celui ayant trait à la culture de la classe politique. Et vous dites que les dirigeants doivent prêcher ou doivent être des modèles pour la population, des références. Seulement, je suis resté dans ma soif parce que j'ai cru que vous allez chuter sur les sanctions. Quand on a mal travaillé, on a droit aux sanctions. Surtout que dans votre livre, à la page, excusez-moi, à la page 10, vous dites, je vous cite, mais comme Adam et Ève, avec leur conseiller le serpent, ont cru pouvoir agir même au-delà des limites, la loi, des instructions divines, le Tout-Puissant les a rejetés, j'y suis, en prononçant des sentences sévères à leur égard. Vous terminez votre livre en description et sans atterrir sur les sanctions. Est-ce voulu? C'est ça ma question. Merci. Bon, merci beaucoup, Monsieur Cornelis, pour votre question. Et nous savons que, comme nous avons dit tout à l'heure, pour qu'on puisse donner une responsabilité à un homme, à une personne, à un responsable, il faut définir d'abord les règles. Il faut définir les règles et les valeurs qui vont entourer ce qu'il va faire. Disons, il faut qu'il y ait un cahier des charges. Moi, je pense qu'au niveau, par exemple, de l'Europe, je sais pas, dans d'autres pays aussi, pour qu'on puisse nommer un responsable, il faut d'abord une enquête de loyauté. D'abord savoir à qui on a affaire. Deuxième chose, dès que la personne est nommée, il faut lui donner un cahier des charges. Il doit savoir quelles sont les tâches, comme un job description. C'est alors qu'après les job description, nous pouvons maintenant dire quelles sont
les sanctions, parce qu'il y a des règlements intérieurs, comment on dit, des règlements intérieurs des entreprises, ou même des institutions. Il y a les lois organiques qui sanctionnent. Moi, je pense que, même si je ne les ai pas mentionnées, mais chaque organe, chaque institution a ses lois organiques. Il y a une certaine façon de se tenir, une façon de se comporter, une façon de marcher en tant que responsable. Donc, on est tenu à une certaine éthique. Et si c'est peut-être par rapport à une profession, on est tenu à une certaine déontologie. Et dès que vous bravez l'éthique et la déontologie, vous êtes exposé aux sanctions. Donc, même si je ne les ai pas mentionnés, mais quand vous allez vous entrer vraiment dans l'éthique et la déontologie, vous allez trouver que vraiment, c'est ouvert. Merci. Voilà, Patrick Yogo de RDC Horizon 2023, où je collabore avec M. Cornelis Nandou. Comme lui, d'ailleurs, j'aimerais vous féliciter, effectivement, parce que, d'ailleurs, c'est le sens de la collaboration que nous avons avec lui, c'est de discuter des idées et non des personnes. Donc, je rassure Madame Karine que nous parlons des idées ici et nous aimons vraiment débattre des idées. Oh ben. Vous êtes aussi un homme de Dieu et je vois que vous avez éclipsé presque à dessein l'aspect religieux de tout cela pour rester sur les valeurs. Oui. Je vais me concentrer sur la République démocratique du Congo, puisqu'il y a beaucoup de ressortissants de la République démocratique du Congo qui vivent en Belgique et qui sont devenus pour la plupart belges. S'ils ne le sont pas, leurs enfants le sont. Est-ce que, selon vous, dans la Bible, on dit « celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas ». Pensez-vous que la communauté congolaise, d'origine congolaise qui vit en Belgique, est bien versée dans tout ce qui est activité, travail, pour pouvoir être rémunéré? Parce que très souvent, ce qu'on constate, tout ça, c'est surtout qu'il y a des associations et très peu d'entreprises ou d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Merci beaucoup, Monsieur Patrick Yogo, pour votre question. Je pense que comme Maître Olivier l'a décrit tout à l'heure, nous sommes une association et nous sommes fondés sur la morale et la foi chrétienne, mais nous enseignons les savoir-vivre, les savoir-faire et les savoir-être. Donc nous considérons que nous faisons un travail d'accompagnement. C'est-à-dire que nous considérons que quand quelqu'un vient chez nous, dans notre communauté par exemple, comme on dit église, d'abord nous devons savoir il est qui, il fait quoi et qu'est-ce qu'il peut faire. Et pour la plupart des temps, nous conseillons à nos membres de pouvoir faire une formation. Vous savez, ici en Belgique, vous allez voir dans mon livre, j'ai écrit quelque part qu'en Afrique, on étudie pour les diplômes, mais en Europe, on étudie pour les besoins de la société, pour être utile dans la société. Et je pense qu'au niveau de cette formation, il y a tout un tas de formations à faire pour être utile, pour amener quelque chose dans la société, parce que chacun de nous a une certaine capacité. Et nous poussons nos membres à se former. Parce que nous, comme on dit là, on n'a pas de subsides, mais comment on va s'autofinancer si nos membres ne travaillent pas, si nos membres sont des chômeurs, si nos membres sont des paresseux? Alors, nous les poussons vraiment à faire des formations, à chercher du travail pour qu'eux aussi contribuent pour le développement de la communauté. Et c'est pour ça que, comme vous avez vu, M. Barongandi a dit, nous travaillons avec les contributions volontaires des membres. Ce sont les membres qui contribuent. Mais si on n'a que des chômeurs, on n'a que des paresseux, on ne pourra pas avoir les moyens pour pouvoir fonctionner. Donc vraiment, pour nous, c'est aussi un souci parce que, vous savez, même ici, en Belgique, et même si vous ne travaillez pas, vous bénéficiez de l'argent collectif, hein, de la mutuelle, hein, de l'argent de la communauté. C'est-à-dire que tout le monde cotise, ceux qui travaillent payent les impôts, les autres payent des mutuelles, et tout le monde en bénéficie, même les chômeurs. Alors, il ne faudrait pas que ceux qui bénéficient restent les mains croisées, qu'ils fassent quand même quelque chose parce qu'ils ont aussi du potentiel. Et vraiment, nous les encourageons dans ce sens-là. Très bien, merci. Je vais passer la parole à M. Bertin Mapaka. Merci. Moi, en tant que mandateur ou en tant que prédicateur dans votre autre job, nous sommes donc au cœur, nous sommes des observateurs. Dans la différence de vous, j'ai été accent de mais pas en psychologie, j'ai travaillé pour BAT, donc vous êtes arrivé après que moi, il est plus jeune que moi, donc voilà.
Donc, vous, en tant que psychologue, vous êtes un observateur. Et nous, les mandataires politiques, nous sommes aussi devenus des espèces de sociologues. Parce qu'à force de vous serrer les mains, on rencontre des gens de tout genre. Alors, voici ce que moi j'observe et je vous pose une question. Une question, mais qui est vraiment vitale pour notre communauté. Comme vous le savez bien, Gaëtan a été un bourgmestre, a géré beaucoup de choses en tant que vice-président du Parlement. Moi, j'ai été, je fais la ville de Bruxelles, où à un moment donné, on m'a reproché d'avoir pris le crayon, la feuille et le bic pour rédiger des projets pour beaucoup de gens, de nos gens, c'est-à-dire des gens de la communauté africaine en général, qui venaient me voir, vieux, j'ai une idée, j'ai un projet. Mais écoutez bien, j'ai un projet. Dans les 3/4 des cas, pour ne pas dire que c'est dans la totalité, les gens rentraient dans mon bureau avec un projet qu'ils avaient dans leur tête. Je demandais toujours où est le papier. Moi, je dois attendre un papier quelque part. Je me souviens que pour certains, j'ai eu qui prendre un collaborateur, les enfermer dans une pièce pour que le collaborateur écrive le projet. Écrive le projet, ah oui, j'étais presque pas loin de l'égalité. Mais parce que je croyais en mon projet qui était nécessaire. Papa, moi, c'est la question que je vais vous poser devant tous ces gens très attentifs est la suivante. C'est que nous avons constaté que l'associatif subsaharien, particulièrement congolais, ne souscrit pas et ne répond pas, ne répond pas beaucoup aux appels à projets, là où les gouvernements décrètent des lignes de subventionnement pour l'égalité des chances, pour les écoles de devoir, pour créer des entreprises, pour accompagner les mamans, pour l'alphabétisation. Malheureusement, nous qui sommes gestionnaires de la chose publique de l'autre côté, on constate qu'il y a, comment on appelle, soit l'information ne passe pas convenablement, il n'y a pas assez d'associatifs, et quand il y a une association, on ne va pas avancer. C'est papa, président, maman, trésorier, l'enfant, il est quoi, vice-président ou secrétaire. La chose continue jusqu'aujourd'hui. Certains ministres au Congo, semble-t-il, ils ajoutent le beau-fils, la belle-fille, l'oncle et la tante. Alors, tout à l'heure, quand vous décriviez toute une série de diagnostics, j'ai trouvé, comme journaliste l'aurait dit, n'est-ce pas, qu'il y a juste un petit paramètre que réellement le grand chanteur congolais de Paris, n'est-ce pas, que j'ai croisé un jour à Dakar, au Sénégal, qui dit, ma Paka, le développement est une question de mentalité. Culture. Est-ce que nous n'avons pas un handicap culturel à pouvoir entreprendre? Avec votre observation, expérience humaine qui est une des plus rares dans ce pays, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cet associatif, n'est-ce pas, c'est une association que vous gérez, avec vos collègues et vos collaborateurs, vous réussissez, sans subside de l'État, sans soutien. Est-ce que vous ne devriez pas, quelque part, au-delà de tout ce que vous faites, élargir dans votre objet social la formation à beaucoup d'entre nous qui viennent parfois avec leur cœur, leurs mains et une idée pour essayer d'encadrer, d'accompagner la communauté congolaise particulièrement, qui est réellement en détresse, des personnes âgées aujourd'hui qui aimeraient bien être accompagnées, suivies, etc. Qu'est-ce que Papa Amos, en tant que expert, hein, parce que moi je vous prends comme un psychologue, un observateur, au vu de votre succès en tant que gestionnaire d'association, qu'est-ce que vous conseillerez à toutes ces associations, en plus de tout ce que vous avez dit? Pardonnez-moi, j'ai été long. Merci, monsieur le sénateur, même aux membres de notre association. Quand vous venez dans une association telle que la nôtre, ou soit dans une église, dans une mosquée, il faut venir avec un objectif. Il ne faut pas venir parce que vous voulez venir. Quel est votre objectif? Il faudrait que dans nos associations, nous puissions définir. Nous sommes dans une association, qu'est-ce qu'on vise? Alors, pour atteindre l'objectif, il faut mettre des moyens. Et maintenant, ces moyens autour de ces moyens, nous allons mettre des valeurs, des règles que tout le monde doit respecter. Donc, nous, associations, d'abord, il n'y a pas d'objectif. Quelqu'un qui vient avec un projet farfelu, il n'a aucun objectif à atteindre. De deux, comme il n'a pas d'objectif à atteindre, il ne se fixe pas des règles. En fait, une discipline à observer pour atteindre ces objectifs-là.
de ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est que non seulement nous devons définir ce que nous voulons faire, et une fois les moyens sont mis ensemble, nous devons maintenant définir les règles, surtout dans notre communauté, les règles, les valeurs, les principes qui vont régir l'association, pour que tout le monde puisse fédérer à ces principes-là. Dans les cas contraires, on te jette. Moi, je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut vraiment normaliser les choses. Parce que vous savez que vous, comme vous êtes là, vous avez passé beaucoup plus de temps ici, en Europe, même les institutions européennes, même il y a des chartes européennes, il y a des chartes républicaines que tout le monde respecte. Mais chez nous, dans les associations, c'est comme si c'est du blabla. Donc si vraiment on peut mettre ça en place, je pense que ça ira. Voilà. Alors, dans le chapitre 3 de votre livre, dans le point 3, vous avez soulevé aussi le problème du clivage. Donc, vous avez parlé du clivage entre solidarité collective et solidarité individuelle. Quelle est, selon vous, la solution pour sortir de cette crise d'inconscience qui font l'objet la plupart de nos dirigeants africains? Ma deuxième question est: quel est, selon vous, M. Amos, le plan des sorties à mettre sur pied pour éradiquer les dysfonctionnements économiques en Afrique qui durent déjà depuis belle lurette? La troisième, croyez-vous? La dernière. Croyez-vous qu'un jour l'Afrique se relèvera et que l'Africain prendra conscience? Et pourquoi vous croyez à cela? Ça sera tout. Merci. Alors, je vais répondre à vos questions. Et à propos du clivage entre la solidarité collective et la solidarité individuelle, je peux dire que nous vivons dans une société pratiquement capitaliste, par exemple ici en Belgique, où chacun vit de son travail, on ne vit pas derrière son oncle, derrière sa tante, derrière ses parents. Mais malgré cela, il y a une solidarité collective. C'est-à-dire on cotise, tout le monde se retrouve, les chômeurs, les pensionnés, les malades, tout le monde se retrouve. Donc nous, en Afrique aussi, on doit mutualiser la société. C'est-à-dire qu'arriver à faire en sorte qu'il y ait des caisses de solidarité où tout le monde aussi doit cotiser à tous les niveaux pour soulager ceux qui sont faibles. Donc c'est en quelque sorte ce que nous devons faire aussi en Afrique. Parce qu'ici aussi, et les gens peuvent, chacun vit chez lui, mais il y a quand même une solidarité collective, c'est possible de le faire aussi. Et deuxième question, c'était par rapport à... C'était pour le plan de sortie, pour les dysfonctionnements. Ah oui, pour le plan de sortie, pour les dysfonctionnements des institutions en Afrique, et je peux dire que l'Afrique doit se baser sur les modèles de développement classiques. C'est-à-dire les primaires, les secondaires et les tertiaires. Pas faire un développement du tertiaire au primaire. Parce que quand nous parlons du primaire, c'est d'abord agriculture, pêche, élevage, peut-être exploitation des ressources. Secondaire, ça veut dire le secteur de la transformation. Parce que ce n'est pas normal que dans certains pays comme les nôtres, on importe même les boutons de chemise. On importe des clous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation. Alors qu'on a des matières premières. Il faut passer aussi du secteur primaire, secondaire. Après, nous allons passer au secteur tertiaire. Commerce, transport, activités financières, des banques. Mais nous, déjà, on est au tertiaire. Alors que les primaires, même quand vous suivez le truc de quoi ça, qu'on appelle la pyramide de Maslow. De la pyramide de Maslow, d'abord, le premier besoin, c'est le besoin physiologique. Donc, il y a une gradation. On ne peut pas sauter le développement. Vous sautez les primaires, vous sautez le secondaire et vous êtes au tertiaire. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut que nous revenions à la normale. Et pour la troisième question, pour savoir si l'Afrique peut décoller, oui, l'Afrique peut décoller si l'Afrique fait face au conditionnement. Je veux dire quoi? Je veux dire que en Europe, il y a trop de conditionnements.
Et face au conditionnement, les responsables réagissent au conditionnement. Par exemple, déjà quand nous avons eu la crise de la guerre à l'Ukraine, tout le monde a commencé à réagir par rapport à l'hiver. Ils savent qu'il y aura l'hiver, nous serons peut-être en insuffisance du chauffage. Tous les responsables ont réagi parce qu'ils sont conditionnés. Mais je me rends compte que chez nous en Afrique, il n'y a pas beaucoup de conditionnements. Donc les gens sont là. Il n'y a rien qui les pousse à fournir des efforts. Mais ici, si nous entrons par exemple dans les supermarchés d'ici, vous trouvez des mangues, des bananes, des ananas, vous trouvez des citrons, vous trouvez tous les arbres exotiques, fruitiers. Mais ici, il n'y en a pas. Tous ces arbres-là, il n'y en a pas ici. Mais comment fait les ministres de l'économie d'ici? Comment font les responsables d'ici pour que ces fruits-là soient là en permanence 12 mois sur 12? C'est parce qu'ils sont conditionnés. Ils se disent, si on ne fait pas d'efforts, si on n'est pas organisé, on sera en manque. Quand vous n'êtes pas conditionné, vous allez vivre comme si dans la providence, état providentiel, Dieu va pouvoir, vous ne ferez aucun effort. Et si aujourd'hui, par exemple, vis-à-vis du Covid, tout le monde a été conditionné. Même les pays les plus pauvres, tout le monde a cherché comment avoir des masques, comment faire, comment protéger la population. Et je pense que, bon, je ne souhaite pas des catastrophes en Afrique, mais je dis que plus il y aura des catastrophes, il y aura des conditionnements. Comme au Japon. Donc au Japon, ils sont conditionnés, même pour construire une maison, il faut construire n'importe comment. Ils savent qu'ici, il y a les typhons, il y a les tremblements de terre, ils sont conditionnés même sur la construction. Donc notre problème, c'est que nous aussi, nous devons être conditionnés. Si on n'est pas conditionné et que nous ne mettons pas une justice en place aussi. Il faut aussi la justice. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes de deux poids, des mesures, une justice impartiale qui peut sanctionner, comme disait notre bien-aimé. Et je pense que dans ces conditions-là, l'Afrique pourra décoller. Merci. Merci beaucoup. Du ciel Bukassa. J'ai deux casquettes. D'abord, en Dieu, mais aussi plongé dans la science. Et je vais faire des observations, surtout dans ma casquette de science. Je tiens d'abord à vous féliciter parce que vous avez fait une particularité. J'aurais, comme vous-même vous l'avez dit, j'aurais cru que vous commenceriez par ce qui est spirituel, mais vous nous avez étonnés en commençant par ce qui est science. Et c'est une joie, c'est une fierté parce que cette race-là des enfants de Dieu est en train de se perdre. Alors que, même bibliquement parlant, il faut ajouter aux vertus la science. Alors, dans la science, il n'y a pas que des compliments. Dans la science, il y a des observations. J'ai été très intéressé par le sujet. Je regrette que, à cause des multiples voyages, j'aurais bien voulu aussi les lire avant. Mais en venant, je suis tombé sur quelqu'un qui l'a acheté en ligne. Et j'étais très curieux de lui relire le livre pour faire des observations. Ce sujet n'est pas seulement africain, c'est un sujet international. Le problème de culture, le problème de morale, le problème de civisme, c'est un problème qui concerne tout le monde. Ce qui fait que, ça c'est l'observation, vous serez lu, vous avez déjà commencé à être lu, et les livres partent là où la personne ne peut pas partir. J'ai aimé le fond, j'ai beaucoup apprécié le fond, un fond très éloquent, très pratique, mais il y a un travail à faire sur le plan forme par rapport à l'évolution dans la recherche. Quand j'ai juste eu à parcourir, je dis, ici il y a des docteurs, et vous êtes aussi notre honneur. Et nous avons aussi des gens derrière nous. Nous disons, mais comment ces gens ne l'ont pas dit? La science dans la rédaction en sciences sociales est en train d'évoluer. Et j'aurais bien voulu, dans les séances de vos prochaines publications, même celle-ci, si c'est l'eau s'épuise, que vous vous fassiez encore entrer des grands sur le point science par rapport juste à la forme. Parce que déjà, quand on lisait, papa, c'est pas, on vous l'a dit aussi, la forme, votre livre ira très loin.
Il faut être rigoureux sur le point forme dès la première page jusqu'à la dernière. On a un chef de travaux ici. Il sait que nous, avant de voir le fond, on regarde d'abord la forme. Alors, à ce qui est du sujet, je vais me joindre aux interventions des autres pour vous poser deux petites questions. La première, elle est très facile. Je ne sais pas comment vous allez la répondre comme psychologue. D'après vous, comment vous faites la différence entre civisme et éducation citoyenne ou à la citoyenneté? Parce que maintenant, nous, quand on était à l'école, on parlait plus de civisme. Mais aujourd'hui, on parle d'éducation à la citoyenneté. La deuxième question, elle est pratique. On ne peut pas parler de morale sans oublier les cultures des peuples. Et le sénateur vient de le dire, les cultures des peuples influencent beaucoup sur la morale dans la gestion, parce que vous parlez de la gestion de la chose publique. Alors, aujourd'hui, chaque peuple a sa culture, et il y a une culture que j'appelle une culture exclusiviste. Par exemple, celle qui ne considère pas les femmes. Dans beaucoup de traditions africaines, parce que la majorité est africaine, cette culture continue à beaucoup agir. Vous allez voir, s'il y a 500 professeurs, au moins 400 sont des hommes. S'il y a 300 députés, au moins 200 sont des hommes. Est-ce que vous avez pensé par rapport à la morale, peut-être vous l'avez dit bien, vous avez pensé à ça, l'implication des cultures de peuple dans la morale? Voici ma question, sinon félicitations pour le travail. Merci. Merci, Maître Ediciel, pour votre question. Et quand vous parlez, je sens vraiment que vous êtes un juriste, parce que les juristes regardent la forme et le fond, même dans les procès. Bon, considérez que c'est une grande première pour nous. On se lance dans le monde des écrivains. Donc c'est normal que de prime abord qu'il y ait des petits couacs. Mais prochainement, on va essayer d'améliorer la forme, comme vous dites, et aussi les fonds. En ce qui concerne, comme vous dites, le civisme et l'éducation à la citoyenneté, justement, le civisme a pour objectif de former des citoyens, c'est-à-dire des personnes qui doivent respecter les lois et les règles en ayant conscience du droit, du sens du devoir. C'est pourquoi même quand on va plus loin dans le civisme, on parle aussi de civilité. Parce que quand nous parlons de civilité, nous parlons du respect des autres et du respect de la chose publique. Je vous donne un exemple. Nous arrivons, par exemple, dans une frontière d'un pays quelconque, de deux pays quelconques. On va dans les bureaux de douane, on s'inscrit, on paye la douane, on demande où sont les toilettes. Les messieurs nous disent il faut aller dans la forêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le respect, il n'y a pas la civilité. Donc nous sommes dans une frontière, nous sommes en voyage, vous demandez après les toilettes, on vous dit il faut aller dans la forêt. C'est-à-dire que quelque part, donc, ça va de pair. Donc c'est pour former des bons citoyens, des gens qui ont le sens du devoir et qui ont aussi le respect des autres et des lois. Alors, quant à ce qui concerne, comme vous disiez, par rapport à certaines cultures qui peuvent aussi concerner la morale, nous, ici, nous sommes dans la gestion. Nous ne sommes pas dans la culture sociale. Comme vous dites là, ça c'est pour des sociologues. Comment est-ce qu'il y a des nations qui ne respectent pas les femmes, où il n'y a pas la parité entre hommes et femmes. Mais nous, ici, nous sommes dans la gestion de la chose publique. Moi, je parle de la morale dans la gestion. Donc, que ce soit une femme, que ce soit un homme, comment est-ce qu'il réagit dans sa gestion face à la chose publique. C'est pour ça que nous prenons une femme, on la nomme directeur, PDG, quelle sera sa réaction? Comment va-t-elle gérer la chose publique? Alors, vous vous souvenez, par exemple, comme disait le maître Bailonga, jadis quand nous sommes venus ici à Bruxelles, quand nous avons commencé l'œuvre de Dieu, Dieu a mis à notre disposition des moyens que les membres ont amenés. Mais comment avons-nous réagi face aux contributions des membres? Qu'est-ce qu'on en a fait? C'est ça la gestion de la chose publique. Vous pouvez dilapider tout ça. Mais qu'est-ce qui nous a poussé à gérer convenablement jusqu'à avoir des bâtisses? Donc c'est de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas des considérations sociales, donc ça peut aller,
d'une communauté à une autre, mais ici, nous sommes dans le cadre de la gestion de la chose publique. Femmes ou hommes, tout le monde doit s'y conformer. Merci. Parce que même mon propre père, je n'ai pas eu la chance de le lui dire. Parce qu'il était sur son lit de mort, il était à l'hôpital, et on n'a pas une tradition de dire je t'aime à notre père. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, un peu de gêne, un peu de... c'est spécial. Et le médecin m'a dit restez 2 jours. Et j'ai quand même pas arrivé à lui dire. Et donc j'ai téléphoné à un ami à moi qui travaille à la radio, je lui ai dit s'il te plaît, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je passe à la radio? Et à 19h, j'ai dit à ma soeur qui était à l'hôpital avec lui, j'ai dit allez la radio, j'ai un message à passer à mon père. Et c'était le dernier jour puisque le lendemain il était décédé. Il faut dire simplement, quand on aime quelqu'un, il faut le dire. Amen. Et donc, ce que nous avons d'abord de commun, c'est que nous aimons tous les 2 Dieu. Moi je suis musulman, toi tu es protestant. J'ai appris à connaître la différence. Et que je te connais depuis 30 ans, pratiquement. Et la seule question que j'ai à te poser pratiquement, c'est où tu trouves cette force et cette constance. Parce que le plus important, c'est pas la question, je pense que Maître tout à l'heure a fait vraiment, j'ai bien aimé sa manière de présenter, j'ai trouvé son enthousiasme, qui présentait un petit peu ce que tu as fait, ce que tu as réalisé. Je pense que ceux qui te connaissent savent ce que tu as réalisé. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, ce que nous avons de commun, c'est que nous avons tous les 2 Dieu. Et moi, j'avais un imam qui me disait souvent, le plus important chez Dieu, c'est pas ce qu'il nous a donné, mais c'est ce qu'on en fait. Peu importe que tu sois intelligent, qu'est-ce que tu as fait avec l'intelligence que Dieu t'a donnée? Il t'a donné de la force. Qu'est-ce que tu as fait avec? Est-ce que tu défendais les gens ou est-ce que tu massacrais les gens? Il t'a donné de l'argent. Qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Donc, il t'a donné une langue, ça ici. On a tous une langue. Est-ce qu'on était là pour pousser les gens à se battre entre eux ou est-ce qu'elle nous servait à mettre la paix entre les gens? Donc, je pense que qu'est-ce qui m'a ramené ici? Est-ce que c'est le fait que tu es un bon écrivain, un bon orateur? Est-ce que c'est parce que tu es psychologue ou parce que tu es le papa Amos? Non, c'est parce que tu es une belle personne. Et ton comportement nous a ramenés jusque chez toi ici. Aujourd'hui, j'aime bien redonner cet exemple. Je m'excuse, je vais être un peu plus long peut-être que les autres pendant 30 secondes. Mais tu sais très bien mon témoignage, mon cher papa Amos, quand tu es venu pour prier sur ma petite fille qui était sous couveuse. À l'hôpital. Tu te souviens de ce moment? Oui, à l'hôpital. Eh ben, j'avais une de mes jumelles, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qui était sous couveuse et elle faisait encore peut-être moins d'1 kilo. Et le médecin disait, il faut prévenir votre épouse et on va préparer la psychologue pour dire que la petite ne va pas survivre. Papa Amos est venu à l'hôpital avec son épouse parce que j'ai découvert qu'elle n'avait pas se pouvait se marier, alors dans l'église chrétienne non. Et donc il me dit, je te présente ma femme, il me dit, mais elle est où ta deuxième fille? Je dis, elle est sous couveuse, mais il n'y a pas beaucoup de chance. Il me dit, est-ce que je peux prier pour elle? J'ai dit, oui, tu peux prier. Et elle est rentrée dans cette pièce, je ne vais jamais oublier, c'est pour ça que je répète ce témoignage au moins 100 fois par an. Pourquoi? Il est rentré, il a commencé à crier, Jésus, Seigneur, aie pitié de cet homme. Mais vraiment, une puissance qu'il a mis dans cet hôpital. Et puis, il est parti. Et le lendemain, le médecin m'appelle et me dit, votre fille a pris 150 grammes. C'est un musulman qui vous parle, donc c'est pas son chrétien, c'est pour vous dire simplement que... Et alors, aujourd'hui, cette fille qui a plus de 22 ans, attention, s'il vous plaît, a été 3e championnat de Belgique de natation, donc pour vous dire que, pour vous dire simplement que cette fille aujourd'hui, c'est ce geste-là. Lui, quand il est venu dans cette chambre d'hôpital, il m'a pas demandé si j'étais protestant, si j'étais chrétien, si j'étais juif, si j'étais musulman. Il m'a dit, tu es mon frère, et je vais prier pour toi. Et aujourd'hui, la puissance qu'il a mis, encore aujourd'hui, mais je tremble quand je vois ce qu'il a mis. Et le lendemain, quand je lui ai dit que ma fille se portait bien, il m'a dit, est-ce que je peux revenir? Je dis, écoute, on va attendre un peu, parce que ça t'a fait tellement de bruit que tout l'hôpital t'a entendu. Tout ce que je voulais te dire par ce témoignage, c'est dire que moi je t'aime, et que Dieu te bénisse, et que Dieu nous bénisse tous. C'est un homme sincère, c'est un homme qui a un grand cœur, qui sait aider tout le monde sans distinction. Et on s'est connus trop jeunes.
Et quand j'ai commencé même l'œuvre de Dieu, c'est fut la première personne qui m'a donné une salle qu'il gérait quand il fut étudiant, une salle des salles de devoirs pour faire les prières. Et il venait lorgner à la porte pour voir comment les démons se manifestaient. Et je l'ai vu évoluer quand il a fini ses études jusqu'à devenir vice-président du Parlement bruxellois du côté flamand. Et vraiment, il mérite vraiment nos félicitations. Et pour répondre à votre question, comme vous dites là, il faut, comme je disais, il faut toujours se faire utile pour sa société. Comme je disais en conclusion, nous ne voulons pas voir des hommes qui ont réussi dans la société, qui ont réussi dans la vie, mais qui ont échoué dans la société. Il faut être utile. Donc ça, c'est les besoins. Nous voulons être utiles, nous voulons apporter quelque chose, comme on dit, porter du sel. Nous voulons apporter du sel aussi dans la société. C'est que nous pouvons. C'est de là que vient notre énergie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette société? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Et maintenant, comme c'est Dieu qui donne les capacités, et Dieu nous en donne les capacités, c'est comme ça que nous arrivons à faire tout ça. Voilà. Alors, je voudrais commencer d'abord par remercier Papa pour ce livre qu'il avait sorti. À un certain moment, j'ai discuté avec lui beaucoup. Moi, je pose la question en tant qu'observateur. Parce qu'il y a un moment où on était en train de grandir, on nous enseignait ce qu'on appelait SM à l'école, éducation civique et morale. Et en évoluant, à un moment, on a changé, c'est devenu éducation civique et politique, c'est-à-dire SCP. Alors, ma question était de savoir que Papa nous éclaircit un peu, essayer de nuancer. Est-ce que la politique a remplacé la morale? Et si nous voulons situer le livre par rapport à l'évolution depuis 1960, parce que vous aussi vous avez observé, à partir de quel moment la morale s'est arrêtée d'agir dans les dirigeants, et si au moins il n'y a pas de confusion entre la morale et la politique. C'est ce que je voulais savoir. Merci, Papa. On n'associe pas. Mais dans la politique aussi, il faut qu'il y ait de la morale. Mais quant à l'enseignement, on enseigne d'abord le civisme et la morale, c'est-à-dire l'éducation des citoyens, les devoirs, les droits et devoirs du citoyen. Qu'est-ce qu'un citoyen? Par exemple, ici, en Belgique, on nous dit qu'il faut 3 sortes de poubelles. Vous avez les poubelles blanches, les poubelles bleues et les poubelles jaunes. Donc, ça c'est maintenant sur le plan civique. Si toi, tu prends les poubelles blanches, tu mets les bouteilles, toi-même, tu sais que tu es en porte-à-faux. Donc, on nous enseigne le civisme, la façon dont nous devons nous comporter dans la société. Parce que les vivre ensemble, il faut différencier la notion des républiques. Les républiques a une connotation juridique. Par contre, la nation a une connotation sociale. Ça, c'est la volonté de vivre ensemble. Pour que nous puissions avoir les vivre ensemble, il faut qu'il y ait des règles. Et ces règles-là, c'est les règles morales. Sinon, on ne saura pas vivre ensemble. Donc, on ne peut pas mettre ensemble. Mais quand on est dans la vie politique, pour vivre ensemble aussi, pour que le vivre ensemble soit possible, il faut aussi la morale. Donc, ce n'est pas question de mettre ça ensemble, mais quand vous me demandez où est-ce que ça a disparu, je ne sais pas à quel endroit, à quel moment cette morale est partie. Mais à ce que je sache, c'est que même nous à l'université, on nous donnait le cours d'éthique et déontologie professionnelle en dernière année. Le problème, c'est comme j'ai dit, c'est le problème aussi des valeurs. Quand vous n'insistez pas sur les valeurs sociétales, par exemple moi, mon fils est là, il sait, si moi je viens à la maison, il met son assiette sur la table où il y a la télé, il voit la table là, il mange, il suit la télé, je lui dis, mais fais les choix. Ou tu manges, ou tu suis la télé. Je forme aussi le caractère de la personne. On ne fait pas seulement amener quelqu'un à étudier avec un caractère, il mange dans la rue, il ne sait pas comment saluer les gens, il y a quand même une certaine façon de vivre. Et le savoir-vivre aussi.
Donc, il faut aussi qu'on forme aussi les caractères des gens. Le problème, c'est que on pousse les gens à étudier, mais au niveau du caractère, les gens ont un caractère de légèreté, ils ont un caractère un peu de terre à terre. Ils n'ont pas le caractère qui est lié à la fonction, qui est lié à leurs responsabilités, qui est lié à ce qu'on attend d'eux. Donc, il faut aussi que nous puissions former les caractères. C'est dans ces leçons-là de civisme et de la morale que nous formons les caractères. Donc, quand on dit un papa, on sait ce qu'on attend d'un papa. C'est pas quelqu'un qui vient à côté de sa maison et commence à uriner et commence à ingérer sa femme. Donc, c'est pas un papa. Donc, c'est ça, tout ça, ça va du civisme. Par exemple, si tu es ici en Belgique, tu verras quelqu'un, s'il a fini de manger quelque chose, il ne jette pas dans la rue. Il va juste chercher une poubelle, il met dedans. Mais quand on est un civique, on prend, on jette n'importe où, on fait n'importe comment. Donc ça va de soi. Donc c'est par rapport à tout ça. En tout cas, je m'appelle M. Hubert Membo, comme on l'a déjà dit. Je remercie d'abord Papa Amos pour le livre qu'il vient d'écrire. Vraiment, je n'ai pas encore parcouru les livres, mais rien que par le résumé tel qu'il vient de nous les donner, moi j'ai été interpellé parce qu'effectivement, les livres partent d'un constat. Et c'est très important parce que ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. Au départ de la définition des concepts, j'ai juste compris qu'effectivement, il se pose un problème dans la société. Et les livres tombent nez à pic, son observation ou les constats tombent à pic. Pourquoi? Mais c'est parce que ça fait la jonction entre le spirituel et le social. L'aspect spirituel pour lequel Papa Amos n'a pas voulu insister, et même l'oratrice, la modératrice n'a pas voulu insister sur l'aspect spirituel. Et pourtant, c'est là effectivement que Papa Amos joue un rôle parce qu'il forme des gens qui acquièrent des valeurs morales, de valeurs éthiques et de valeurs spirituelles. Par contre, il a parlé également du vivre ensemble dans la société. Et dans les vivre ensemble dans la société, nous voyons la gestion de la cité. Et dans la gestion de la cité, effectivement, il a relevé la pression qui est subie par des lobbies vis-à-vis des mandataires. Heureusement, nous venons de suivre un grand témoignage. Ici, tout le monde l'a compris. Nous avons vu également notre aîné, le sénateur Mapaka, intervenir. Mais il y a beaucoup de sénateurs Mapaka dans la société. Il y en a beaucoup. Non seulement ici dans la société européenne, mais aussi dans la société africaine. Vis-à-vis de l'aspect spirituel, nous avons des inconvénients, nous avons des avantages. Je prends un inconvénient, par exemple, où la plupart de nos frères chrétiens disent, écoutez, la politique n'est pas pour eux. Mais quand je regarde dans la Bible, la plupart des leaders, des gestionnaires de la cité étaient les gens qui étaient envoyés par le Créateur lui-même. Et quand je reviens sur l'aspect social, la gestion de la cité, le vivre ensemble, sur le point que vous avez parlé, effectivement, de la pression, il y a du fanatisme. Il y a du fanatisme au niveau politique, il y a du fanatisme au niveau religieux et dans la plupart des aspects de la société. La modératrice a dit, le livre et vous-même, vous n'avez pas les ambitions politiques. Moi, ma question, ma préoccupation est de savoir quelle disposition, Papa Amos, vous prenez pour élargir ce cercle d'information. Parce qu'effectivement, je ne vais pas citer les livres par lesquels j'ai été tiré et tout le monde connaît. On nous dit qu'il ne faut pas vous limiter à attendre seulement, mais il faut arriver à mettre en pratique ces choses. Tout ce que vous venez de nous décrire, qu'est-ce que vous avez prévu pour élargir le cercle, en fait d'atteindre les sénateurs comme notre frère qui est ici, sénateur Mapaka, et les autres députés qui sont ici, et toute la société qui ne viennent pas dans la communauté comme nous. J'ai dit et je vous remercie.
Merci, monsieur. Voilà. Monsieur Hébert, merci pour votre question. C'est vrai que les problèmes dépassent même les frontières du spirituel, ça concerne tout le monde. Et comme je disais tout à l'heure, le vivre ensemble demande à ce que nous puissions définir les règles et les valeurs autour desquelles nous allons fonctionner. Alors pour nous, pour étendre notre message au niveau des sénateurs, qui sont ici comme au niveau des députés, nous allons arrêter les mécanismes. Nous savons comment nous pouvons faire. Nous en avons plusieurs et on a essayé de discuter avec Maître Olivier, avec la sœur Karine. On en a plusieurs. Parce que vous savez, la presse qui est là, c'est un moyen aussi pour essayer d'élargir ce que nous sommes en train de faire. Et on pensait encore à d'autres moyens qui sont peut-être un peu plus subtils et que vous ne pouvez pas comprendre. Par exemple, il y a des sociétés où on utilise des bandes dessinées. C'est-à-dire que dans les bandes dessinées, on dessine les scénarios sociaux, comment les gens vivent, et quelles sont les leçons, quelles sont les choses qui se passent. Donc, on peut aussi les utiliser. Donc, on peut utiliser aussi d'autres moyens. Par exemple, peut-être faire des codes, par exemple, civiques. Rédiger les codes civiques. Rédiger les codes civiques. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut? Donc, on peut utiliser plusieurs moyens, donc je ne peux pas décrire, il y en a plusieurs, mais vraiment un éventail de moyens, mais on peut les faire. Donc, parce que vous vous souvenez, quand on était des enfants, on nous faisait des petits scénarios de bande dessinée, Apollo Saïkikwata, par exemple ça. Ouais, c'est rigolo, mais ça nous attirait. On voulait savoir qu'est-ce qui se passe dans les scénarios. Et aujourd'hui, comme nous avons vraiment voulu atteindre tout le monde, pourquoi pas faire des scénarios? Et on écrit, on doit définir les thèmes. Si nous voulons faire ça, nous définissons d'abord les thèmes. Quels sont les thèmes que nous voulons? Nous définissons les thèmes, et à partir de ces thèmes-là, nous faisons. Et parfois, si nous sommes financés, c'est gratuit. On distribue gratuit. Et les gens lisent, comme les gens lisent dans les métros, les scénarios sociaux. Et ils peuvent voir qu'est-ce qu'on leur reproche, qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'on leur demande. Donc, il y a plusieurs moyens pour véhiculer ça. Merci. Je suis Augustin Tambeux, médecin. Je voulais d'abord féliciter Papa Amos qui se présente en qualité d'expert par rapport à cette distinction qu'il vient de faire en tant qu'homme de Dieu. C'est très rare de trouver les hommes de Dieu qui s'intéresseraient à la science et arriver à rédiger un livre. Dans la connaissance au niveau de la société, nous pensons que ceux qui sont hommes de Dieu, ils sont limités dans les matières scientifiques, mais là, vous avez prouvé le contraire. Alors, je n'ai pas lu les livres, mais j'ai suivi quand même attentivement les résumés. J'ai compris qu'il y a un problème au niveau des leadership, un problème au niveau de la gouvernance, la bonne gouvernance, je vais dire ainsi. Néanmoins, il y a beaucoup de questions qui se posent parce qu'on vient de les constater. Chacun, en suivant l'intervention, il y a des questions qui cogitent un peu dans la tête. J'aimerais que vous puissiez aussi aller plus loin, c'est-à-dire revenir sur les tomes 2 et les tomes 3, en disant qu'on a parlé de diagnostic, mais quelles sont les vraies causes? Par rapport à tous les problèmes que nous vivons, notamment pour la communauté africaine ici en Europe, quelles sont les vraies causes et quelles seraient les pistes de solutions? Ça serait le tome 3. Dans le tome 3, les pistes de solutions, en même temps des recommandations. Donc, je vous encourage dans ce sens-là. Néanmoins, l'intervention qui a lié, si tu as des questions, le sénateur l'a évoqué, peut-être vous avez répondu, mais peut-être de manière superficielle. Pourquoi nos communautés africaines et congolaises ne sont pas intéressées à la chose publique? Il a parlé des problèmes de formation, il y a les appels d'offres. Qu'est-ce qui fait que nous, vous en tant qu'experts, on ne fait pas attention à ce genre de choses? Deuxième question, savoir pourquoi, malgré les années passées ici, en Europe, dans les sociétés qui sont développées, où nous voyons comment les communautés fonctionnent, on n'arrive pas à faire la différence. Est-ce que c'est un problème d'intelligence émotionnelle ou un problème d'intelligence sociale? Un exemple simple que tout le monde connaît, c'est le problème des retards.
là où nous travaillons, personne n'est en retard. Un rendez-vous médical, il est respecté. Mais lorsqu'il s'agit entre nous, je m'excuse, on a dit à 16h, parmi nous, il y a ceux-là qui sont arrivés à 18h30. Est-ce qu'on le fait exprès? Est-ce qu'on est dépassé? Ou c'est quel problème? Là, je pose en tant que vous, en qualité de psychologue, observateur et expérimenté dans ces domaines-là. Merci beaucoup. Merci, Dr Augustin, pour vos questions. Depuis ma part, je voulais paraphraser, compléter aussi ce que M. m'avait dit. Personne n'est né politicien. Personne n'est né homme de Dieu. Personne n'est né pilote. Personne n'est né médecin comme toi. On les devient. C'est une aberration que de dire tel va faire la politique, tel ne va pas faire la politique. Même M. Mampara, qui est là, c'est un professeur université, mais qui a eu des ambitions politiques. Donc, on peut faire, on les devient, on n'est pas. Même les prêtres que vous voyez là-bas, ils deviennent des prêtres, ils ne naissent pas des prêtres. Donc, tout métier, on peut les devenir. Alors ça, c'est d'abord, je voulais un peu survoler ça. Deuxième chose, c'est que dans nos communautés, vous dites que nous n'arrivons pas disons, à nous intégrer. Je disais tout à l'heure au sénateur, on n'a pas des objectifs. On ne définit pas quel est notre objectif, qu'est-ce qu'on veut. Parce que j'ai toujours cet adage-là, où il y a deux boucs qui se rencontrent en chemin, et les deux boucs s'accrochent. Maintenant, le premier bouc dit à l'autre, il dit à l'autre, monsieur, on regarde là où on va. Et l'autre bouc dit à l'autre, on va là où on regarde. Non, on se dit, mais qui a raison? On regarde là où on va, ou bien on va là où on regarde. Donc nous, souvent, nous allons là où nous regardons. Mais il faut regarder là où on va. Il faut d'abord un objectif. Quand on se fixe un objectif, on va se battre pour atteindre cet objectif-là. On va mettre les moyens, tout pour atteindre l'objectif. Quand il n'y a pas d'objectif, là, on peut taper à côté. Parce qu'on sait qu'on essaie un peu de faire des essais-erreurs. Alors, la deuxième chose, c'est que, comme vous dites là, nous n'arrivons pas à avoir, disons, à gérer les choses collectives. Le problème, c'est que nous n'avons pas la notion de différencier les besoins individuels, l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Comme je disais tout à l'heure, tu peux réussir dans ta vie, mais dans la société, tu n'as pas d'impact. Parce que tu as réussi pour toi, pour ta famille, pour ta maison, pour tes frères, pour tes sœurs, comme disaient les sénateurs qui sont dans ton cabinet. Et pour la société, qu'est-ce que tu as fait? C'est parce que les gens sont égocentriques, tu es centré sur eux et non pas sur la société. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des gens qui ont réussi dans la vie, qui ont des immeubles, qui ont des histoires, mais dans la société, ils n'ont aucune référence. Et les jours au lendemain, quand ils nous laissent, ils partent, on n'a aucun souvenir d'eux. Parce que dans la société, ils n'ont rien donné dans la société. Donc c'est comme ça que nous devons maintenant apprendre. C'est un problème de culture, comme disaient les sénateurs. Vous avez de l'argent, et à quoi ça sert cet argent? Le député disait tout à l'heure, tu as de l'argent, tu as des millions. À quoi ça sert tes millions si tes millions ne peuvent pas transformer ton environnement? Si ça ne peut pas bénéficier à ton environnement, à quoi ça sert? Donc tu seras un homme qu'on reconnaîtra avoir réussi dans sa vie, mais dans la société, on n'aura aucune référence de toi. C'est ce que nous voulons éviter. Nous voulons éviter, c'est vraiment déplorable que nous puissions arriver à ces résultats-là. Alors, quand on problème, comme vous avez dit, peut-être du retard et tout, et je disais tout à l'heure que c'est un problème de valeur. C'est pourquoi nous devons vraiment travailler sur les valeurs. Nous devons fédérer sur les mêmes valeurs. C'est-à-dire que quand vous avez les mêmes valeurs sociales, vous tous, vous savez ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Vous tous, vous êtes à même de condamner ce qui est condamnable et d'apprécier ce qui est appréciable. Mais quand vous n'avez pas les mêmes valeurs, même à l'église, chacun va faire à sa manière parce que vous ne défendez pas les mêmes valeurs. Nous devons vraiment converger vers les mêmes valeurs, comme dans les sociétés où nous vivons ici en Belgique. C'est les mêmes valeurs. Par exemple, ici, si vous aliénez les codes de la route, moi, je me suis fait attraper avec un téléphone au volant. On m'a sanctionné.
C'est normal. C'est normal. Donc nous devons fédérer vers les mêmes valeurs pour que nous puissions vivre vraiment de manière harmonieuse. Merci. Et vraiment, nous sommes très reconnaissants. Même mon fils, Samuel me disait, papa, il faut laisser des traces dans la vie. Et les autres qui ne font pas, je les remercie aussi. Donc, vraiment, pour nous, c'est une première expérience. Nous pensons que Dieu nous donnera encore la force et la possibilité de faire mieux. Merci beaucoup, monsieur Amos, merci. Il faudrait quand même qu'on applaudisse Papa Amos qui a fait un premier pas dans la littérature. Au-delà d'être notre papa, notre professeur, notre formateur, notre grand frère, il est maintenant notre intellect. C'est-à-dire nos enfants, c'est référent à ça. Nos petits-enfants, c'est référent à ça. De la même manière, ils ont créé de loi. Papa Amos vient de créer un livre qui va suivre de génération en génération. Quand j'ai dit eux, vous comprenez, hein, la communauté linguistique. Tendre Père, nous te bénissons. Te disons un grand merci à toi qui es Dieu, qui est Seigneur. Depuis la création jusqu'à ces jours, tu t'es manifesté comme le meilleur gestionnaire. Tu n'as jamais échoué dans la gestion. Tu as toujours su faire le bon choix pour établir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est toi qui as envoyé ton esprit dans chacun pour faire ta volonté. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Ce n'est même si ce document, ton serviteur l'a écrit comme un instrument de la science. Mais nous savons que c'est poussé par ton esprit qu'il a écrit. Et c'est parce qu'il a constaté, c'est par ses préoccupations que tu es venu lui parler pour mettre à notre disposition un instrument, un outil de travail qui va nous aider, nous tous, dans la gestion, dans notre société.